Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale du Téléhandicap. Notre invité aujourd'hui est un avocat en immigration de profession. Il pratique le droit avec ardeur et croit aux égalités des chances dans un Québec inclusif. Il est d'une ténacité capable de déplacer des montagnes, et je le pense d'après ce que j'ai entendu parler de lui. Il entend aussi avec fermeté, il la défend avec, malgré sa déficience, parce qu'il veut mettre ses compétences en premier plan. Il devient non-voyant à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, au-delà de cette différence, il vient d'ouvrir il y a quelques mois, en 2023, si ma mémoire est bonne, son propre cabinet d'avocat à Longueuil. Il me fait grand plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale Maître Jouba Sahran. Maître Sahran, comment allez-vous? Très bien, merci vous, monsieur. Ça va bien, merci. Il me fait grand plaisir de vous accueillir dans cette émission spéciale pour vous écouter attentivement et comprendre mieux ce que vous êtes capable de faire malgré cette déficience que vous dites ou malgré ce handicap. Tout d'abord, je vous demande de nous parler brièvement de votre enfance, de votre adolescence et surtout de ce handicap tardif qui est arrivé tard à 13 ans, si j'ai bien compris, pour vous rendre non-voyant, voire basculer votre vie et certainement la vie de vos parents. Qu'avez-vous à nous raconter? Tout à fait. Bah, écoutez, tout d'abord, merci infiniment pour votre invitation. Cela me fait énormément plaisir d'être aujourd'hui avec vous et parmi vous. Donc, parmi vous et parmi tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Bah, écoutez, moi, effectivement, en effet, j'ai perdu la vue alors que j'avais 13 ans. Avant cela, j'étais un jeune garçon, comme la majorité des jeunes garçons de ce monde, si je puis dire. Je vivais à l'époque en Algérie, donc dans une petite ville côtière où il faisait bon vivre, du moins. Bon, j'ai eu une tumeur au cerveau à l'âge de 13 ans qui a fait que, à la suite de quelques opérations que j'ai dû endurer, j'ai malheureusement perdu la vue et également l'audition de l'oreille gauche. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, ben, je ne vois pas et je n'entends pas d'une oreille, même si l'autre oreille continue à être parfaitement fonctionnelle. Donc, disons que c'est vraiment grâce à cette deuxième oreille que j'arrive à quand même très bien fonctionner aujourd'hui. Et puis, par la suite, lorsque j'ai perdu la vue, en 2007, je suis allé avec ma mère pour me soigner en France à l'époque. J'ai fait quelques opérations. Bon, ne me dites pas exactement combien parce que personnellement, je ne m'en rappelle pas. Mais c'est sûr que j'en ai dû faire, j'ai dû en faire peut-être 7 ou 8 là, dans ces alentours-là. Et puis, une fois que j'ai perdu la vue, que j'ai passé l'année en France avec ma mère, mes parents ont décidé de venir ici au Canada. Et donc, cela nous amène en 2008. Et puis, lorsque je suis arrivé en 2008, j'ai fait ma réadaptation à l'école Jacques Ouellet, ici à Longueuil, qui est l'école pour personnes ayant une déficience visuelle, qui est d'ailleurs la seule école francophone dans toute l'Amérique du Nord. J'ai fait ma réadaptation, j'ai appris à manipuler l'outil informatique, j'ai appris à m'orienter avec ma carte blanche, j'ai Ouais, également appris le braille. ouais. Oui, allez-y, Donc, ce allez-y. qui nous amène, voilà, donc, ce qui a fait par la suite que je mon cégep, mon bac en droit, mon stage, mes expériences professionnelles diverses et variées, et enfin, à aujourd'hui, donc avocat ayant mon propre cabinet. On va arriver à ça, mais moi, ce qui m'a touché le plus que j'ai compris, j'ai lu un petit article sur vous
que c'est l'œil magique de votre grand-maman qui a trouvé qu'il y a quelque chose au niveau de l'œil et qui a averti la famille. C'est la raison pour laquelle, sinon, ça aurait été catastrophique pour vous. Vous aurez dû facilement perdre la vue à cause de ce cancer s'il n'avait pas vu rapidement qu'il y avait quelque chose de différent dans l'œil. Est-ce que je me trompe? Mais en fait, c'est une... Non, tout à fait, vous ne vous trompez pas. En fait, c'est pas la vue que j'aurais pu perdre, c'est tout simplement la vie que j'aurais pu perdre. Vous comprenez? Donc disons que j'ai perdu la vue, c'est un moindre mal. Disons que s'il n'y avait pas l'intervention de ma grand-mère, Oui. ben, malheureusement, peut-être que c'est ma vie que j'aurais perdue. Donc en effet, comme quoi, parfois, vous voyez, c'est les signes du destin. Très bien, très bien. Vous savez, vous êtes un exemple. Maintenant, quand je vois que votre parcours académique constitué d'un baccalauréat et de deux maîtrises est un exemple réel de votre ténacité, qu'aujourd'hui, vous avez votre propre cabinet d'avocat à Longueuil, avez-vous d'autres projets en développement en ce moment pour continuer à réaliser vos idées lumineuses? Eh bien, écoutez, oui, tout à fait. Ben, les projets, c'est pas ça qui manque, hein. Disons que si on n'a pas de projet dans la vie, je pense qu'à ce moment-là, la vie peut-être disons que si on n'a pas de projet, je pense que la vie perd grandement de son sens à ce moment-là. Donc oui, en effet, on a des projets très ambitieux. On veut faire grandir l'entreprise parce que je ne travaille pas seul, je travaille avec des partenaires, bien évidemment, dont d'ailleurs mon partenaire le plus proche est mon frère. Donc c'est sûr que on a le projet de faire grandir notre entreprise. On a le projet petit à petit de devenir des joueurs importants, des acteurs importants sur la scène économique québécoise. Donc ça fait vraiment ça fait partie des ambitions que l'on a pour les prochaines années à venir. Et j'aimerais profiter d'ailleurs de de ces projets pour m'exposer. Et quand je parle de m'exposer, je parle de m'exposer peut-être sur la scène médiatique euh, pour justement que la cause des personnes avec handicap puisse prospérer. Parce qu'on sait aujourd'hui que malheureusement, dans notre communauté, les taux de chômage sont élevés, les réussites sont moins là par rapport au reste de la population. Et je pense et je suis intimement persuadé que l'une de nos difficultés, c'est le manque d'incarnation. Donc, je pense que le fait d'avoir des gens comme moi, en toute modestie, qui puissent percer, qui puissent démarrer des entreprises ou créer des entreprises ou faire partie ou être à la tête de grandes entreprises, je pense que ça pourrait être le genre d'aventure qui pourrait constituer une réelle inspiration pour nos jeunes pour les prochaines années à venir. C'est très bien. C'est excellent même. De l'autre, là, on a parlé du niveau professionnel, mais c'est la partie handicap qui doit jouer un rôle important. C'est sûr, votre engagement sociétal et professionnel est un exemple réel de fierté et de dignité pour l'avancement de la cause du handicap au Québec et surtout pour la confirmation de l'inclusion dans la diversité. Qu'avez-vous à nous apporter dans votre valise surprise pour faire avancer la cause des personnes handicapées dont vous êtes un parmi les 21%? C'est presque 1,4 million personnes au Québec vivant avec un handicap. Ben, vous voyez, c'est ça le comble, hein, c'est 21%. Après, bien évidemment, les handicaps sont divers et variés, hein, donc c'est sûr que il peut y avoir des handicaps très lourds, des handicaps moins lourds. Donc, c'est sûr que inclure toute cette communauté dans le 1,4 million de personnes, bon, c'est sûr que les handicaps ne sont pas tous semblables. Par contre, ce qui est certain, c'est que 1,4 million de personnes sur une population de 8 millions, Ouais. ben, c'est quand même conséquent, c'est considérable. Et pourtant, et pourtant, les taux de chômage sont extrêmement élevés dans notre communauté. Et pourtant,
notre poids sur politique est marginal donc dans la vie politique québécoise comme canadienne. Donc, et je pense que c'est là le problème. C'est là le problème. C'est-à-dire comment ça se fait-il que l'on ne s'intéresse pas à notre communauté alors que l'on représente potentiellement 21% de l'électorat? Hmm. Comment se fait-il que notre présence sur la scène médiatique, politique, économique soit aussi peu présente que l'on constitue 21% de la population québécoise? Et Ouais. je pense que c'est là la question. Vous comprenez? C'est là la question à se poser. Et moi, personnellement, la réflexion que j'ai pu donc développer pendant toutes ces dernières années, c'est que c'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de la cause des personnes en situation de handicap, on s'intéresse très souvent aux associations, au temps, au partage, à la générosité, etc. Mais moi, je pense que si l'on veut faire avancer notre cause, il ne faut pas uniquement se battre ou s'investir sur le terrain de la sensibilisation. Je ne pense pas que c'est la seule issue. Pourquoi? Parce que lorsque l'on concentre nos activités uniquement sur le terrain de la sensibilisation, c'est vrai que ça sensibilise les gens, ça crée une forme de, comment dire, une forme de compassion, d'empathie de la part de nos concitoyens, Ouais. mais ça nous laisse toujours dans une forme de posture victimaire, dans une forme de situation de personnes qui font pitié. Vous comprenez? Et moi, je pense qu'il faudrait qu'on sorte de cet état d'esprit-là et que l'on sensibilise la population, la société, par nos réalisations. C'est-à-dire en disant, ah, écoute, ah, c'est vrai, lui, il est non-voyant, mais regarde ce qu'il a réalisé. Ah, lui, il est autiste, mais regardez qu'est-ce qu'il a réalisé. Vous savez, le meilleur exemple que je pourrais vous donner de cela, ben aujourd'hui, Elon Musk, qui est un des plus grands milliardaires, voire le plus grand milliardaire dans le monde, qui a créé des entreprises extraordinaires, ben quand on parle de lui dans les médias, est-ce qu'on parle de lui comme étant quelqu'un d'autiste, alors que c'est quelqu'un qui l'a avoué sur la place publique, que c'était quelqu'un qui était autiste. Pourtant, on n'en parle pas. Comprenez? Et je pense que c'est ce genre d'aspect qu'il faudrait absolument ressortir de la part de ces grandes personnalités qui réalisent des choses extraordinaires et qui pourraient vraiment servir à frapper l'imaginaire collectif et à faire avancer la cause des personnes qui ont des handicaps. Donc moi, c'est vraiment sur ce terrain-là que j'aimerais, bien évidemment en toute modestie, faire, contribuer à la cause des personnes en situation de handicap. Si j'ai bien compris, dans votre réponse très claire, c'est que vous serez d'accord d'élargir un petit peu le processus de la société sur le plan politique, donner un pouvoir aux personnes handicapées d'une part, et d'autre part, demander aux autorités de donner aussi de la place et d'installer autour de la table ronde un ministre spécialisé pour les personnes handicapées. Il y a un ministre pour la faune, pour les personnes âgées, pour les aînés, mais on a besoin d'une personne autour de la table ronde pour les personnes handicapées qui représentent avec les personnes, les aidants naturels, les parents et l'autre, plus que la moitié de la population québécoise, plus que 4 millions d'habitants qui sont liés directement ou indirectement. Qu'en pensez-vous? Ben moi, je ne pense pas que c'est une question de ministre, parce que des ministres chargés des personnes en situation de handicap, il y en a, puis il y en a eu. Et je ne pense pas que que c'est là que se pose le problème. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on peut toujours essayer d'avoir un ministre avec plus de ressources, un portefeuille plus élargi, des moyens budgétaires plus importants, etc. Ça, on peut toujours en discuter, mais moi, je ne pense pas que c'est sur ça qu'il faudrait mettre l'accent. Moi, ce que je considère, c'est que c'est auprès des personnes en situation de handicap reformater un petit peu leur façon de faire et leur état d'esprit. C'est-à-dire leur faire comprendre que, après, bien évidemment, vous allez me dire que les handicaps sont différents dépendamment des personnes. Il y a des handicaps qui sont plus lourds que d'autres, ça c'est vrai. Mais moi, je parle vraiment de ceux
par exemple comme moi, qui ont juste la déficience visuelle et qui sont capables d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup plus que ce qu'ils font actuellement. C'est-à-dire en restant, par exemple, chez eux, en se disant, ah, regardez, s'insérer dans la vie professionnelle, c'est trop difficile, je laisse faire, ou s'insérer dans la vie sociétale, c'est trop compliqué, je laisse faire. Moi, c'est surtout à ces gens-là que je m'adresse. Vous comprenez? Ceux à qui il y a la possibilité et le potentiel de percer dans la société et de vraiment réussir d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social et voilà, d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue académique également. Donc moi, c'est vraiment cette catégorie de la population que je m'adresse. Je ne parle pas de ceux qui sont lourdement handicapés et bon, qui malheureusement, disons que la nature n'a pas gâté, qui sont malheureusement contraints voilà, d'être en permanence, de devoir subir des soins, etc. C'est sûr que pour ces gens-là, il faut faire des efforts pour essayer de les accommoder, de faire en sorte qu'ils aient une vie la plus joyeuse possible. Mais moi, je parle vraiment de ceux qui, comme moi, ont certes des déficiences, mais qui ont des déficiences qui ne les handicapent pas. C'est ça la différence, en fait, que je ferai entre être handicapé et avoir une déficience. Moi, j'ai une déficience visuelle, certes, mais cela ne m'handicape pas dans ma vie professionnelle. Cela ne m'handicape pas dans ma vie sentimentale ou dans ma vie sociale. C'est-à-dire le fait de ne pas voir ne m'empêche pas de travailler, car j'ai des outils qui me permettent de faire, de créer de faire de recevoir mes clients et de faire mes dossiers. C'est-à-dire aujourd'hui avec l'ordinateur, avec la synthèse vocale, avec Jazz, etc. Le fait de ne pas voir ne m'handicape absolument pas dans mon travail au quotidien. Comprenez? Donc moi, ceux à qui je m'adresse, c'est vraiment à ceux qui ont des déficiences, mais qui ne les handicaperaient pas, qui ne devraient pas en fait les handicaper. Voilà, c'est vraiment à cette catégorie de la population que je m'adresse. Ben, je suis d'accord avec ça, mais je veux retourner en rappel sur le point relatif d'un ministre autour de la table ronde. C'est surtout sur le plan administratif. Vous savez, les dossiers des personnes handicapées au Québec passent par 4 ministères. Il y a l'OPHQ qui a un pouvoir administratif, mais le pouvoir décisionnel relève du Conseil des ministres. Bon, quand un dossier pour une personne handicapée passe par 4 ministères, mais vous vous rendez compte de la perte du temps? Et l'attente d'un résultat rapidement. C'est dans ce sens que je voulais préciser. Ben, écoutez, c'est sûr que si on parle de ministre, et moi honnêtement, je vais être sincère avec vous, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir parler de ce sujet-là plus particulièrement, parce que, bon, je ne vous cacherai pas que je ne suis pas au jour le jour comment s'articulent donc les différentes politiques ministérielles autour de la thématique du handicap. Mais c'est-à-dire au-delà de la prise en charge du handicap, au-delà de la gestion de cette communauté, moi, je vous parle vraiment du fait de changer l'état d'esprit de la population par rapport à la capacité des personnes en situation de handicap de percer dans la société. Comprenez-vous, vous me parlez de ministre en charge du handicap. Moi, je vous dirais pourquoi pas un ministre en charge de l'économie qui est un handicap. Comprenez, moi, c'est ça en fait Oui, très bien, très que bien. comprenez, Oui, c'est-à-dire, oui. je pense que le ministre du handicap, moi, je ne le connais même pas. OK? Et je pense que si vous interrogez 80, la totalité de la population, qui est le ministre qui est en charge de l'handicap au Québec comme au Canada, je suis à peu près certain que 99% ne saura même pas répondre, incluant moi. Vous comprenez? Parce Ouais, que ces ministres-là ne sont pas exposés sur la place publique, parce qu'ils ont des portefeuilles qui sont souvent, comme vous dites, administrative peut-être et qui concerne une communauté bien précise. Moi, ce que je pense, c'est que ce que j'aimerais faire, du moins, c'est avoir des ministres en charge de portefeuilles très importants dans la société, qui sont exposés d'un point de vue médiatique. Par exemple, un ministre en économie, par exemple, ou un ministre dans le domaine des affaires étrangères, que l'on voit souvent, que l'on voit à longueur de journée dans les médias, et qui pourrait réellement frapper l'imaginaire collectif. C'est-à-dire, les gens pourront se dire, ah, ok, ouais, c'est vrai, lui, il est ministre des Affaires étrangères, j'ai déjà vu à la télé, et lui, il se baladait avec une canne blanche. Vous comprenez? Ça a l'air de rien, peut-être que c'est symbolique, mais je pense que dans la tête des gens,
ça pourrait grandement les sensibiliser. Vous comprenez? Oui, très bien. Donc, moi, c'est vraiment de ce point de vue-là, Ouais. de cet angle-là, que je pense qu'il faudrait que l'on se mobilise. On va aller un petit peu dans un autre cadre d'idées. Vous dites vous-même que votre déficience visuelle ne vous handicape pas et vous précisez qu'il n'est pas nécessaire que les gens sachent que vous êtes non-voyant. Tout à Pourtant, fait. pourtant, ce que vous voulez mettre de l'avant, ce sont vos compétences professionnelles et surtout un appui inégalé pour l'avancement des personnes handicapées. Ça veut dire faire votre force pour défendre les personnes vivant avec un handicap et surtout faire la différence dans la vie des personnes immigrantes qui immigrent au Québec ou au Canada. Avez-vous des projets de tout ça en tête pour l'avancement de toutes ces causes-là qui sont l'une que l'autre aussi importantes? Eh bien, écoutez, c'est sûr que déjà, juste pour revenir sur la première partie de votre intervention, quand je reçois mes clients, le fait de ne pas leur dire que je ne vois pas, ce n'est pas dû au fait que je ne veux pas leur dire que je ne vois pas. OK? Moi, je n'ai absolument aucune difficulté à mettre de l'avant ma déficience visuelle et à faire comprendre aux gens qui sont autour de moi que je ne vois pas. Je suis totalement fier de ce que je suis et puis j'ai absolument aucune honte à montrer que je ne vois pas. Sauf que quand je reçois mes clients, c'est-à-dire, moi, je suis là pour faire maintenant les dossiers. Pour moi, je suis là pour faire rouler le business. Puis, je suis pas là, c'est-à-dire en permanence, à faire comprendre aux gens que je ne vois pas ou que ou que j'ai une carte blanche ou ceci, cela. Vous comprenez? C'est-à-dire, si les gens s'en aperçoivent, bah, il n'y a pas de problème, mais ils me posent des questions, je leur réponds. Mais c'est sûr que avec le volume de clients que l'on reçoit, disons que je n'ai pas le temps pour passer mes journées à parler de ça. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est un aspect, en fait, que je ne montre pas forcément. Mais si là, le client en face de moi s'en aperçoit et il me pose des questions par rapport à ça, il n'y a pas de problème, je lui réponds. Et encore une fois, comme je vous le dis, je n'ai aucune difficulté à mettre de l'avance là. La preuve aujourd'hui, je suis avec vous. Et la thématique de notre entrevue tourne grandement autour de ça. Vous comprenez? Donc ça, juste pour que ça soit vraiment très clair par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la cause du handicap et à la cause de l'immigration, qui sont bien évidemment deux causes totalement différentes. C'est sûr que pour l'immigration, ben, le fait de travailler dans ce domaine, je contribue d'une certaine manière à faire avancer cette cause. Pourquoi? Parce que d'une part, j'aide des immigrants à obtenir des statuts légaux qui leur permettent ou de travailler ou d'étudier ici, généralement. Je permets aux immigrants de comprendre la société québécoise, comment elle fonctionne, et d'une certaine manière, je leur permets aussi de s'éduquer au système québécois. Donc, je pense que de ce point de vue-là, je contribue à cette cause sans parler de la contribution que l'on peut faire à l'égard justement des gouvernements, parce que d'une certaine manière, eux, ils mettent en place les lois, et après, ce sont nous qui sont en charge de les mettre en application. Donc, d'une certaine manière, j'ai un double rôle dans cette mission. D'une part, bien conseiller et aider les immigrants à s'intégrer dans la société québécoise, et d'autre part, m'assurer que les lois fédérales comme provinciales soient bien appliquées conformément à mes obligations en tant qu'officier de justice. Donc ça, c'est en ce qui concerne la cause immigrante. Par rapport à la cause de l'handicap, comme je vous l'ai dit, c'est que moi, ce que je considère qui pourrait être utile pour notre communauté, c'est vraiment de sensibiliser la population, mais à travers mes réussites personnelles, mes réussites professionnelles et à travers mes projets que j'espère réaliser dans les prochaines années. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je conçois mon rôle et ma contribution par rapport aux deux causes que vous aviez mentionnées. C'est très bien, c'est une bonne réponse, mais vous savez, on a plein de personnes qui représentent le handicap, qui sont d'une spécialité l'une versus l'autre dans tout ce domaine. Même ce matin, j'avais une championne paralympique qui n'a pas ni bras ni jambes
et qui fait de l'escrime. Donc ça, c'est une Oui, fierté pour le handicap. Et cette fierté, on compte sur vous pour aller de l'avant, pour la développer et surtout pour la sensibilisation collective dans notre Québec. C'est la raison pour laquelle on est fier de vous voir parmi nous quand vous êtes dans une conversation ou dans le développement ou dans vos professions respectives. tout à fait. Maintenant, je vais rentrer dans votre bureau et je veux comprendre mieux la partie ou les outils technologiques. Vous êtes un avocat, vous avez l'ordinateur, vous avez toutes sortes de choses à utiliser. Donc, parce que de nos jours, les outils technologiques sont d'un développement quasi quotidien pour faciliter la vie des personnes handicapées et surtout les non-voyants, parce que je suis actuellement avec une personne non-voyante. Donc, évidemment, vous êtes un utilisateur professionnel de ces outils. Voulez-vous nous parler de votre expérience quotidienne dans votre vie active, professionnelle, pour mieux comprendre la vraie réalité et l'avenir de ces nouvelles technologies pour les personnes handicapées qui en ont vraiment besoin? Oui, tout d'abord, en préambule, de, en préambule, monsieur, ce que j'aimerais dire, c'est qu'actuellement, nous assistons à une époque qui est historique dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Historique, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'entrer dans une ère qui a déjà révolutionné le monde et qui continuera à le faire. Et cette ère, bien évidemment, c'est l'ère technologique. Moi, je compare souvent cette ère technologique à l'ère industrielle qui a permis d'ailleurs aux pays occidentaux au milieu du 19e siècle de prendre un ascendant majeur sur tous les autres pays qui n'avaient pas profité, ou du moins qui ont profité que par la suite vous savez, de l'arrivée de la machine à vapeur Oui, et de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. oui, Moi, je pense qu'on est dans une époque similaire. Et même, je vous dirais qu'aujourd'hui, probablement, que l'ère que nous vivons nous invite à vivre dans un monde qui va encore plus vite qu'à l'époque industrielle, donc de l'ère industrielle. Moi, je pense que la technologie est ce qui nous permet, si je parle uniquement des personnes qui ont un handicap visuel, comme c'est mon cas, je pense que la technologie nous permet aujourd'hui de parler le même langage que les personnes qui voient. Je m'explique. C'est que vous savez, jusqu'aux années 1809, si je me rappelle bien, Louis Braille, lorsqu'il avait créé le Braille, jusqu'aux années 1809, les personnes qui ne voyaient pas et les personnes qui voyaient parlaient la même langue orale, mais ne parlaient pas la même langue écrite. Ce qui a fait en sorte que souvent, on a été marginalisé dans la société, et notamment dans tout ce qui concerne le côté professionnel. Pourquoi? Quand vous partez à l'école et que tout le monde écrit avec un papier stylo, mais que vous êtes le seul à écrire en braille, ben, si vous avez votre enseignante qui est en mesure de vous lire, c'est bien. Mais par la suite, même si vous êtes en mesure d'acquérir tout le savoir dont vous avez besoin, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas plus tard en mesure de correspondre de façon écrite avec vos collègues, oui, comment voulez-vous travailler? Comment voulez-vous comment voulez-vous vous faire comprendre et traiter vos dossiers, sachant que jusqu'à l'arrivée de cette ère industrielle, tout se faisait par papier. Les correspondances se faisaient par papier. Les envois de documents se faisaient par télécopieur. Donc, si on ne voyait pas, vous comprenez bien qu'on était lourdement handicapé. Aujourd'hui, par contre, avec l'ère technologique, avec l'avènement de l'ordinateur, qu'est-ce que cela change pour nous? C'est qu'aujourd'hui, on parle le même langage. Quand j'écris un courriel, que je ne vois pas ou que je vois, ça ne change rien. La personne qui voit va lire le courriel avec ses yeux. La personne qui ne voit pas va lire le courriel avec sa synthèse vocale. Ce qui fait que le fait que l'on puisse aujourd'hui communiquer de la même façon avec les personnes qui voient
fait en sorte que notre déficience visuelle ne nous handicape absolument plus dans l'exercice de notre profession. Et je pense que le changement pour les personnes handicapées est un petit peu semblable, c'est-à-dire pour tous les handicaps réunis, parce que la technologie nous a permis en fait d'avoir des accommodements, des accommodations dans diverses sphères de notre vie. Et je pense que c'est vraiment là qu'on devrait faire la différence. Et vous savez quelque chose, Maître Saran, avec cette rencontre avec vous, nous sommes rendus, tout humblement, je vous dis, avec l'intelligence artificielle, ce que nous sommes en mesure de diffuser votre entrevue aujourd'hui dans différentes langues à travers le monde, avec un petit bouton. C'est ça quand je parle de l'avancement technologique et surtout pour les personnes handicapées. L'intelligence artificielle va faire fureur, va transformer le monde. Et les gens, j'espère, ils vont se rapprocher l'un vers l'autre. C'est la raison pour laquelle je vais m'arrêter un petit peu sur un sujet qui relève, je vois dans votre structure et vos projets et vos expériences, que ce soit ici ou ailleurs, j'ai remarqué que vous avez une expérience et surtout, vous vous êtes engagé auprès d'une institution spécialisée des Nations Unies. Et quand je parle l'Organisation internationale du travail, à part les autres institutions, et vous savez, il y a la FAO, l'UNESCO, l'OMS, la Banque royale et le FMI, ces institutions spécialisées, vous avez eu le privilège de vivre une expérience. En plus de ça, en ajoutant à cette expérience, vous étiez à titre de consultant auprès du ministère de l'Immigration et chez Bombardier, en ajoutant aussi un apprentissage administratif et corporatif pour votre expérience. Ma question qui tue maintenant, les lignes rouges n'existeront jamais dans votre vie, est-ce exact? Des lignes rouges, ça dépend de quelle ligne rouge vous parlez. Donc, c'est sûr que si vous parlez des limites, bah, écoutez, c'est sûr que si vous parlez de lignes rouges comme étant des limites, c'est sûr que moi, personnellement, je ne me mets pas de limites. C'est-à-dire, comme on dit, j'essaye. Vous savez, monsieur, moi, j'ai compris assez rapidement dans ma vie que si on a envie d'aller loin dans quelque chose, je pense que le critère, ou du moins l'élément fondamental qu'il faut toujours avoir, c'est la passion. Je pense que lorsqu'on est passionné par quelque chose, disons qu'il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Comprenez? Et Ouais. moi, je me suis toujours arrangé pour faire en sorte de faire des choses qui me passionnent. C'est sûr que quand je fais quelque chose, c'est pas tout ce que je fais qui me plaît. Mais si l'objectif ultimement est quelque chose qui me passionne, disons que j'ai tendance à être assez tenace et à être assez déterminé pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc, disons que moi, je suis quelqu'un d'assez polyvalent dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Je m'intéresse au droit, je m'intéresse à l'immigration, mais je m'intéresse à beaucoup d'autres domaines euh, qui me passionnent énormément. Et dès lors que je suis passionné, j'ai tendance à aller jusqu'au bout. Donc, les limites, je n'en ai pas, je ne m'en mets pas. Et puis, s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire, c'est sûr que je m'arrangerai pour mettre tout en œuvre pour y arriver. Dites-moi, en conclusion, avez-vous un message à envoyer aux autorités euh, pour qu'ils donnent un petit peu plus ou agir d'une façon beaucoup plus profonde auprès des personnes handicapées et surtout auprès des parents qui vivent jour après jour, quotidiennement avec leurs enfants? Très bien. Écoutez, en conclusion, je pense que je vais d'abord commencer par faire la petite distinction que j'ai faite au début. Ceux qui ont vraiment des handicaps qui leur permettent difficilement comme on dit, ça veut dire, comment dire, ça veut dire des handicaps vraiment lourds là qui leur permettent, qui les empêchent du moins peut-être d'avoir une vie professionnelle totalement épanouie ou une vie sentimentale épanouie, etc. Et Ouais. ceux qui ont des déficiences. Donc pour ceux qui ont des handicaps
très lourd, ben, j'appelle les autorités et je les invite à toujours faire preuve de dignité. Vous comprenez, la dignité n'a pas de prix. Malgré l'argent, malgré les finances, malgré tout ce que l'on veut, je pense qu'il faut toujours garder en tête que ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Et je pense que un jour ou l'autre, même nous, hein, quand on arrivera à un âge assez avancé, on sera handicapé. Vous comprenez? Et je pense que ceux qui ont des handicaps, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, je pense qu'il faut toujours et toujours faire preuve de dignité à leur égard et leur permettre de vivre une vie qui soit la moins douloureuse possible et la plus joyeuse, même si leur situation physique, leur situation intellectuelle ne leur permet pas forcément d'être épanouis. Donc ça, c'est vraiment en ce qui concerne les personnes que je qualifierais de lourdement handicapées. Et encore une fois, j'inclus ici autant les personnes jeunes qui malheureusement n'ont pas été gâtées par la nature, ou même les personnes plus tard qui deviennent plus âgées. Maintenant, pour les personnes qui ont des déficiences qui ne les handicapent pas forcément dans la vie de tous les jours et qui ne les empêchent pas de percer d'un point de vue professionnel, académique, social et sentimental, etc. Moi, j'appellerais les autorités à arrêter d'infantiliser ces gens-là, à leur faire entrer dans leur tête que, qu'ils ne sont pas en mesure de faire grand-chose, que partout où ils doivent se rendre, ou partout partout où ils doivent aller, ils doivent en permanence être sécurisés, doivent en permanence être accompagnés, être d'une certaine manière des assistés. Et moi, je pense que au lieu de faire rentrer ça dans la tête des gens, de leur apprendre ce que j'appelle l'impuissance apprise. Et ça, c'est un concept que ce n'est pas moi qui a développé, mais c'est un concept qui a été développé par quelqu'un que j'ai déjà lu, qui est un docteur en neurosciences. J'appellerai les autorités à arrêter de formater nos jeunes qui ont des déficiences mais qui ne sont pas handicapés à être des impuissants appris, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous donne un exemple. Les éléphants, comment on fait pour les dompter? Alors que nous sommes des simples êtres humains, on est petits par rapport à un éléphant qui est par la masse gigantesque. En temps normal, on ne peut pas dompter un animal comme ça. Par contre, comment on fait pour les dompter? C'est que lorsqu'ils sont jeunes, avant qu'ils deviennent assez massifs et donc incontrôlables, on leur met des cordes, des chaînes autour du cou, des chaînes assez résistantes qui font en sorte que les éléphants, lorsqu'ils essaient de se détacher, qu'ils ne puissent pas justement se détacher parce que la chaîne est assez résistante. Et à un moment donné, à force de le faire, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, les éléphants intègrent inconsciemment qu'ils ne sont plus en mesure, qu'ils ne sont pas en mesure de se détacher dès lors qu'ils ont cette chaîne autour du cou. Et cela fait que plus tard, lorsque les éléphants deviennent plus massifs, parce que adultes et donc plus grands, eh bien, les éléphants, dès lors qu'ils ont cette chaîne autour du cou, ils n'essayent même plus de se détacher parce qu'ils savent, parce qu'ils associent ça, c'est-à-dire ils associent le fait d'être détaché à la non-possibilité de pouvoir s'enfuir. Ben, c'est la même chose pour nous, pour les personnes qui ont une déficience visuelle, une déficience quelconque. C'est d'arrêter, dès le jeune âge de ces gens, de leur faire comprendre qu'ils sont incapables de faire telle ou telle chose parce qu'ils ont la déficience. Et au contraire, les inciter à toujours aller plus loin, à toujours faire des efforts. Bien évidemment, quand je dis ça, je n'invite pas les autorités, et surtout peut-être ici les parents, à dire à leurs enfants de faire les choses n'importe comment, même si cela n'est pas sécuritaire, mais surtout de dire à leurs enfants, OK, tu veux faire ça? Très bien. Maintenant, comment tu comptes faire ça? Tu as une incapacité, ça c'est un fait, mais ton incapacité ne devrait pas t'empêcher d'atteindre l'objectif. Sauf que l'objectif, pour pouvoir donc l'atteindre, tu dois passer par d'autres chemins. Et donc, ce que j'inviterai les parents à faire, c'est d'aider leurs enfants à développer leur réflexion, de développer leur discernement pour pouvoir trouver les chemins pour arriver à leur objectif et non pas à se dire non, j'ai une incapacité, donc je n'essaye même pas. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais, c'est le message que je pourrais donner
aux autorités et aux parents par rapport à l'éducation des jeunes enfants. Merci beaucoup. Maître Sahran, votre présence parmi nous était vraiment d'un enrichissement humain, je dirais, et professionnel. Donc, merci encore une fois pour cette générosité humaine et inspirante à la fois. Ce fut un moment agréable de vous entendre dans l'espoir de vous revoir, j'espère, dans d'autres occasions. Et en vous remerciant. Écoutez, merci à vous. Merci pour votre invitation encore une fois et puis continuez comme ça. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, je vous remercie de votre présence dans cette émission spéciale et je vous donne rendez-vous dans une autre émission spéciale prochaine en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2024. Je vous remercie.